Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette quatrième web émission Prospective Atlas, la matinale, quatrième de l'année 2024, dédiée cette fois aux observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, web émission organisée par l'opérateur de compétences Atlas. En studio, Stéphane Fan, responsable du département prospectif d'Atlas. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Alors tout d'abord, quelques précisions, quelques rappels peut-être pour ceux qui connaissent l'OPCO sur les branches professionnelles qui constituent l'OPCO, sur quelques données clés qui caractérisent l'opérateur de compétences. Très rapidement, donc Atlas, c'est 200 000 entreprises qui couvrent environ 2 millions de salariés. 13 branches professionnelles qui sont réparties en 4 grands secteurs d'activité, l'assurance d'une part, la banque et finance, le secteur du conseil et enfin celui de l'expertise comptable. Annuellement, on forme environ 200 000 salariés et en 2023, on a eu l'équivalent de 112 000 contrats en alternance financés. Dernier point, et c'est la particularité d'Atlas, on a des métiers très qualifiés. Et un chiffre à retenir, c'est que 58% des salariés sont des cadres. On aperçoit les 13 branches professionnelles qui composent l'OPCO Atlas et on va faire un focus sur certaines de ces branches au cours de ce webinaire. Alors Stéphane, quelle est l'ambition de cette web émission ? Alors il y en a plusieurs. Déjà juste au préambule, nos 13 branches sont très sensibles aux évolutions de leur environnement. Évolutions qui peuvent être d'ordre économique, réglementaire et surtout ces dernières années technologiques. Ce qui fait qu'elles ont placé l'anticipation au cœur de leur réflexion et aujourd'hui l'ambition c'est de partager tous les outils qui permettent à la gouvernance de ces branches professionnelles d'avoir un éclairage sur les actions à conduire, que ce soit en termes d'accompagnement sur les besoins en compétences, besoins en emploi et développement aussi de l'offre de formation. Et on aura 4 séquences dans cette matinée. Dans un premier temps, on souhaitait déjà partager ce qu'est un observatoire prospectif des métiers et qualifications. C'est un acronyme un peu barbare, mais qui a été créé par le législateur. Et ensuite, savoir ce que produisent ces mêmes observatoires et surtout en quoi ça peut être utile aux entreprises dans une logique RH formation. En quoi également, pour les organismes de formation, toutes les productions qui émanent de ces observatoires peuvent alimenter leur ingénierie de formation. Et enfin, pour tout l'écosystème, bien sûr, que ce soit au niveau national, mais surtout territorial, dans la mesure où nombre de productions sont déclinées au niveau des territoires. Donc 4 enjeux, Stéphane, qui vont constituer 4 temps forts de cette web émission avec des informations pratiques qui vous seront poussées par l'équipe d'Atlas, des quiz qui vont vous être adressés et un fil de discussion qui vous permettra tout au long de nos échanges de poster vos questions, vos contributions, vos témoignages. Je m'efforcerai de relayer vos différents posts aux intervenants présents en plateau. Place à la première séquence, à quoi servent les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, également appelés OPMQ, pour mieux situer ces observatoires, leur rôle, leur cible, leur production. Une intervenante va nous rejoindre, Béatrice Laillant de l'Observatoire des métiers de la banque. Alors, Béatrice Laillant a pris place. On va vous adresser un premier quiz qui devrait apparaître sur vos écrans. Les OPMQ ciblent principalement les partenaires sociaux, les entreprises, les salariés. Mais au-delà de ces cibles principales, quelles sont selon vous les autres cibles ? Vous avez plusieurs choix qui vous sont proposés. Les prescripteurs, les établissements de formation, les acteurs institutionnels, les étudiants, les demandeurs d'emploi ou encore les experts. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs réponses et on découvrira vos réponses tout à l'heure. Alors on accueille Béatrice Laillant. Bonjour Béatrice. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de l'OMB, c'est l'Observatoire des métiers de la banque, observatoire créé en 2005. Il est composé d'un conseil d'administration d'une vingtaine de membres paritaires avec une présidence tournante tous les 2 ans entre les organisations syndicales et l'Association française des banques. Et on verra avec vous, Béatrice, tout à l'heure, comment les productions de votre observatoire alimentent les partenaires sociaux. Tout d'abord, Stéphane, un focus rapide sur ce que sont ces observatoires et sur leur montée en puissance qui est assez forte depuis maintenant une vingtaine d'années.
Oui, il nous a semblé intéressant d'aborder déjà le contexte de création des premiers observatoires et ensuite vous passez en revue le panorama des observatoires actuels et enfin bien sûr vous présenter ce que produisent ces mêmes observatoires. Juste un peu d'histoire. Les premiers observatoires ont été créés dans les années 90 avec un contexte conjoncturel particulier, des retournements fréquents de conjoncture. Et ces observatoires ont été très orientés dans un premier temps autour de l'anticipation. C'était plutôt des gros observatoires et dans le giron d'Atlas, par exemple, 3 observatoires ont été créés dans les années 90. L'OMA, qui est l'observatoire de l'assurance, l'OMD, l'observatoire de la banque, que Béatrice va présenter en détail, et enfin l'OPIEC, l'observatoire de la branche bureau d'études. Et dans les années 2000, compte tenu du contexte, le législateur a souhaité institutionnaliser la création des observatoires. Et c'est pour ça qu'on a une date en tête lorsqu'on parle des observatoires prospectifs des métiers et qualifications. C'est la loi du 4 mai 2004 qui recommande fortement aux branches professionnelles de se doter d'un acronyme un peu barbare, mais Observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Suite à cette loi, il y a eu beaucoup de réflexions au sein des branches professionnelles. Et alors, je resitue aussi à l'époque, il y a un rapport structurant qui est sorti, qui a été publié par le Commissariat général au plan, le rapport Prométhée. Et à partir de là, beaucoup d'observatoires se sont créés, inscrits dans les accords au cours de la décennie suivante. Aujourd'hui, les observatoires sont partie prenante de la politique de branche et outillent la gouvernance de chacune des branches professionnelles. Alors, Stéphane, on le voit, à partir de 2004, il y a une montée en puissance très forte des observatoires, effectivement, avec une multiplication. Et puis, petit à petit, leur champ d'intervention s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, on a 134 observatoires dans le paysage. Et vous nous avez proposé un visuel pour nous expliquer un peu comment fonctionne cet écosystème des observatoires en lien avec les acteurs emploi, formation, insertion. Alors, je remercie le CEREC d'avoir produit ce schéma. C'est une étude qu'ils ont diffusée en 2020 où ils avaient fait une analyse de l'ensemble des branches professionnelles et surtout des observatoires existants au sein de ces branches professionnelles. Et ils ont mis à plat effectivement 268 branches professionnelles, qui est la gouvernance de ces branches professionnelles. Et le rôle de ces CPNEFP est de piloter les observatoires. Et dans le travail effectué par le CEREC, 134 observatoires avaient été identifiés et ces observatoires ont pour mission principale d'outiller la réflexion des partenaires sociaux à travers différentes productions, des panoramas de branches, des outils très quantitatifs, mais également et surtout des études prospectives et des outils d'aide à la décision. Et pour fonctionner, ces observatoires s'appuient sur un opérateur externe et c'est l'OPCO qui joue ce rôle. Alors OPCA à l'époque et OPCO désormais, qui joue ce rôle à la fois de financeur des travaux, mais pas que, dans la mesure où des moyens humains et techniques sont mis à disposition pour faire fonctionner ces observatoires. Et parfois même un pilotage de ces mêmes observatoires est effectué par les OPCO. Et autre aspect important, c'est qu'à partir du moment où dans ce triangle, des constats sont opérés et une politique de branche est mise en œuvre, l'OPCO intervient en accompagnement pour relayer et diffuser toutes les politiques mises en place auprès des principales cibles que sont les entreprises et les salariés. Alors encore un mot sur ce que produisent les observatoires, parce que les productions sont très diverses. Alors, on a schématisé dans les grandes lignes les différentes productions des observatoires. Une des premières missions, c'est de produire des indicateurs quantitatifs, statistiques, qui portent à la fois, par exemple, sur le profil des entreprises, la quantification des entreprises, le profil des salariés, profil socio-démographique également. Et la logique, c'est d'analyser en tendance les différentes évolutions rencontrées par la branche professionnelle. Deuxième aspect, cartographie des métiers. C'est aussi un des fondamentaux des observatoires, dans la mesure où la logique voudrait qu'on analyse finement les métiers et pour pouvoir le faire, il faut d'une part les cartographier, les mettre à plat et les décrire en matière de mission, d'activité et surtout de compétences mobilisées. Ce qui renvoie au troisième aspect,
les branches professionnelles et les entreprises en particulier évoluent dans un contexte mouvant, ce qui renvoie à la nécessité de produire des études prospectives portant sur l'analyse des mutations et les impacts que peuvent avoir ces différentes mutations économiques, réglementaires, technologiques comme l'intelligence artificielle ces derniers temps sur les métiers et surtout les compétences à mobiliser. Par ailleurs, une des missions des observatoires est bien entendu d'identifier les besoins en emploi et les besoins en compétences des entreprises de manière aussi à alimenter les réflexions des partenaires sociaux concernant la mise en place de politiques emploi-formation. Et ensuite, nous avons au sein des observatoires différents types d'études portant notamment sur la RSE. Ces derniers temps, dans le giron d'Atlas, on a eu beaucoup de demandes sur des études sur des salariés seniors, sur des logiques d'analyse d'égalité professionnelle entre femmes et hommes, sur les publics spécifiques handicapés, par exemple. Et enfin, dernier point qui n'est pas négligeable, une des logiques aussi demandées par les partenaires sociaux, c'est d'avoir une visibilité fine sur les certifications qui conduisent au métier et sur l'offre de formation associée à ces mêmes certifications. Ce qui renvoie à la production d'un outillage pour les branches professionnelles et à la diffusion de toutes ces informations qui sont mises à disposition des entreprises et des salariés. Donc, 7 types de données, on le voit, c'est assez divers. Alors, je m'adresse à la régie, est-ce que c'est possible éventuellement d'afficher le résultat du quiz qui vous était proposé tout à l'heure, c'est-à-dire au-delà des partenaires sociaux, quelles sont les cibles, les différentes cibles des observatoires? Et donc, on voit le résultat s'afficher. Donc, vous avez choisi, si on peut voir tous les résultats, les 5 résultats. Donc, principalement établissements de formation en cible au-delà finalement de l'OPCO, des entreprises et des salariés. Viennent ensuite les prescripteurs, acteurs de l'orientation, service public de l'emploi. Puis juste en 3e position, si on peut l'afficher à nouveau, les acteurs institutionnels et les 2 autres qui viennent ensuite. Un commentaire peut-être, Stéphane, par rapport à... Finalement, les 5 ont été choisis. Alors, les experts peut-être un peu moins, avec 17%, mais la moitié ou plus des votants ont choisi pratiquement toutes ces cibles-là. Un commentaire par rapport à ce sondage. Donc, au-delà des 3, il y avait 5 cibles proposées. Qu'en est-il réellement ? À travers les productions et les observatoires, on cherche à toucher toutes ces cibles, en fait. C'est pour ça que les branches professionnelles ont, ces derniers temps, mis en place une politique de communication active à travers la diffusion des informations, certes, sur les sites internet des observatoires, mais également un relais via les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication. Et même si la cible prioritaire reste les entreprises, les salariés de la branche, l'idée, c'est d'avoir au sein de l'écosystème emploi-formation un maximum d'acteurs qui prennent connaissance de ces études et qui, derrière, peuvent décliner un certain nombre d'actions visant à accompagner les enjeux prévisionnels des branches professionnelles. Alors, illustration de ces usages avec vous, Béatrice Laillant, et l'Observatoire des métiers de la banque. Vous produisez des études particulièrement utiles aux partenaires sociaux dans le cadre notamment des négociations de branches. Effectivement, Nicolas, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Stéphane, on produit donc des données quantitatives, c'est quand même une de nos premières missions. Et ces données, elles sont communiquées à nos partenaires sociaux. Et on va prendre un exemple qui est un exemple d'actualité. La branche va ouvrir très bientôt sa négociation annuelle sur les minima de branche, salariaux de branche. Et pour ce faire, on communique à nos partenaires sociaux ce qu'on appelle, nous, le rapport de rémunération. En tant que tel. Et à l'appui de ça, on communique également un rapport de situation comparé qui illustre aussi un certain nombre d'éléments clés dans cette négo. Et puis un 3e rapport qu'on appelle garantie salariale individuelle, la GSI, qui est pour le secteur bancaire aussi source de pas mal d'informations qui concernent les rémunérations. Donc tout ça, on le communique à nos partenaires sociaux avant même d'entrer en négo et de démarrer au niveau de la branche cette négociation. Alors, il y a les rapports annuels de branche et puis vous examinez aussi tout ce que le dialogue social produit dans les entreprises.
Alors en fait, oui, c'est-à-dire qu'on partage là aussi, au travers de la CPPNI, espèce d'acronyme un peu barbare, Commission paritaire nationale d'interprétation, de négociation et d'interprétation. Donc on communique effectivement à nos partenaires sociaux le panel de ce qui se passe tant au niveau de la branche, donc au niveau négociation, au niveau groupe de travail, au niveau mandat, mais également parce qu'on recense l'ensemble des accords négociés dans le secteur sur les différentes thématiques donc de nos adhérents. Et ça aussi, c'est partagé avec les partenaires sociaux. Sur la partie formation, l'OMB fournit un certain nombre de données aux partenaires sociaux, un rapport annuel. De quelle manière est-ce que ce rapport alimente les discussions de la CPNE, autre acronyme, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, qui discute de la stratégie formation d'une branche? Alors en fait, nous, effectivement, on sort, donc on compile toutes ces données formation donc, de nos adhérents. Alors je précise quand même, ces rapports, ils sont très représentatifs de ce qu'est la branche, puisque c'est un taux de retour de 90 à 92% de nos adhérents qui nous répondent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les données, elles sont solides. Donc nous, on présente ce rapport effectivement à la CPNE. Et de là, des discussions s'ouvrent et qui viennent enrichir en fait ce rapport au fur et à mesure du temps. Je prends un exemple très concret. On avait beaucoup travaillé sur les seniors au moment de la négociation interpro. Et donc les partenaires sociaux nous ont demandé de produire l'année suivante un rapport enrichi de données particulières sur les seniors. Donc ça naît du dialogue entre, effectivement, au sein de la CPPNE. Et donc, nous, on a, cette année, produit un rapport avec un vrai focus senior très précis par tranche d'âge. Donc, on a répondu à ces besoins. On a fait la même chose sur l'alternance. À un moment donné, il y avait beaucoup de questionnements au sein de la CPNE sur l'alternance. Donc, on a creusé ces points-là et on a enrichi le rapport par ce canal-là. Il y a parfois également des études thématiques qui peuvent déboucher sur des actions paritaires. Et c'est le cas d'une étude sur la RSE. Stéphane a pu dire tout à l'heure qu'effectivement, il y avait de plus en plus d'études sur le sujet. Alors, nous, on a fait une étude qualitative. Pour le coup, on a démarré sur cette étude qualitative en 2023. On avait regardé en quoi la RSE pouvait être un canal d'attractivité sur le secteur, notamment pour les plus jeunes. Et donc, on a fait une grosse étude très documentée. Et à l'issue de ça, l'idée est née de créer une vraie campagne de communication qui s'appelle « Devenez banquier », donc qui a eu un impact assez large, puisque par les canaux des réseaux sociaux, on a fait un gros dispositif où on a embarqué toutes les banques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que partant d'une étude de l'Observatoire sur la branche banque, on a réussi à embarquer tout le secteur. Donc, pour une campagne en commun, déployée sur une année complète, et qu'on a des chances de continuer à reproduire sur l'année 2025, puisque c'est un vrai succès. Ouais, campagne produite paritairement. Exactement. Alors, il y a cette cible des partenaires sociaux, on l'a dit, c'est une cible principale, Stéphane, des observatoires. Et puis, il y a toutes les autres cibles. Quelques précisions, justement, sur ces autres cibles et sur l'intérêt qu'elles peuvent trouver dans les productions des observatoires. Alors, effectivement, j'ai mentionné tout à l'heure les entreprises et les salariés, et principalement les salariés de la branche, mais ça peut concerner aussi les salariés qui sont dans d'autres branches professionnelles qui souhaitent se reconvertir, par exemple. Et ces observatoires apportent tout un ensemble d'informations sur le contenu du métier à travers les référentiels d'activité et compétences et sur les passerelles, les mobilités professionnelles et des données quantifiées également sur les intentions de recrutement, vu qu'on s'inscrit dans une logique prospective, et ce qui donne de la visibilité sur le potentiel aussi de recrutement des entreprises. Autre cible également, ce sont les prescripteurs. Et derrière les prescripteurs, on entend par là les acteurs de l'orientation, par exemple, les services publics de l'emploi, qui peuvent se servir de cette matière pour aussi conseiller les personnes qu'elles accompagnent. Les demandeurs d'emploi également peuvent être concernés en complément des informations diffusées par France Travail. On va sur une maille un peu plus fine peut-être sur les métiers et davantage contextualisée au secteur ou à la branche professionnelle. Et les étudiants, bien sûr, parce qu'il y a des besoins en recrutement. Et toutes ces productions d'observatoires sont vulgarisées à travers des sites aussi que Atlas a mis en place avec les branches professionnelles, qui sont des sites dédiés à la fois aux étudiants dans une logique d'orientation, mais également aux personnes en reconversion. Voilà, mais on va peut-être en parler un peu plus tard. Et enfin,
Bien sûr, l'appareil de formation, ce qui est notre cœur de métier, à travers le financement de l'alternance et de la formation des salariés, et toute la matière première qui émane des observatoires peut être utile dans une réflexion anticipatrice sur l'ingénierie à mettre en place, sur l'adaptation des parcours de formation, voire même de certification. Et enfin, derrière ça aussi, les experts des cabinets de conseil sont très friands de ces productions prospectives, et les chercheurs. Et dernier acteur, non des moindres, sont tous les acteurs institutionnels qui échangent régulièrement avec nous, mais qui animent aussi les observatoires. Je pense notamment à France Stratégie, à France Compétences. France Stratégie à travers un réseau interobservatoire national régional, le réseau emploi compétences, mais également France Compétences qui, dans sa feuille de route, a pour mission d'animer les observatoires. Ce qui fait qu'on échange beaucoup des informations, des données, et également, bien sûr, au niveau régional, les acteurs institutionnels comme le Conseil régional et DRITS et autres acteurs. Enfin, dernière précision avant de clore cette première séquence, Stéphane, quels sont les différents observatoires qui sont présents dans le champ d'intervention d'Atlas? Alors, je l'avais mentionné en introduction, on a un découpage au sein d'Atlas en 4 grands secteurs d'activité. Et le premier secteur, celui de l'assurance, comporte 4 branches professionnelles qui disposent chacune d'un observatoire. Lorsque on diffusera ce support, il y a les liens directement vers les observatoires, mais toutes les productions sont déjà disponibles sur les sites internet de ces observatoires. Donc celui de la branche de l'assurance, celui de la branche des sociétés d'assistance, du courtage et des agents généraux d'assurance. Oui, il y a un certain nombre de liens d'ailleurs qui sont en train d'être fournis et d'être postés sur le fil de discussion. Donc premier grand secteur finalement l'assurance, deuxième banque finance. Banque finance, il y a l'Observatoire des métiers de la banque, bien sûr, mais également dans le giron d'Atlas, Banque populaire, Caisse d'épargne et Crédit mutuel. Et nous avons 2 branches qui interviennent plutôt sur le côté finance, qui sont la branche des marchés financiers et la branche des sociétés financières. Pourquoi ce découpage? Parce qu'il y a aussi des synergies et des problématiques et enjeux communs au sein de ces branches professionnelles. Alors on en arrive, d'ailleurs il y a une question d'un participant sur le fil de discussion, et pour les métiers des économistes et des bureaux d'études, on y arrive. Voilà. Troisième grand secteur, Stéphane. Alors c'est un gros secteur en nombre d'entreprises et en nombre de salariés, avec l'OPIEC, qui est l'Observatoire de la branche bureau d'études, et qui regroupe 4 sous-secteurs que sont l'ingénierie, le numérique, les cabinets d'études et de conseil et l'événementiel. Et enfin, une autre branche professionnelle qui regroupe 2 grandes activités, les économistes de la construction et les géomètres. Non. Et puis, quatrième et dernier secteur, l'expertise comptable. L'expertise comptable, tout à fait. Et donc là, l'expertise comptable avec un seul observatoire. Alors, merci pour cette entrée en matière où on voit bien le paysage des observatoires au global et sur le champ particulier d'Atlas. Merci à tous les deux. Deuxième temps fort, comment les entreprises se saisissent-elles des productions des observatoires? Pour en parler, 4 intervenants vont prendre place. Valérie Lebert-Defosse du groupe Covea, Anaïs Milou de l'entreprise Proxime, Benoît Moreau de la société de conseil Agile RH et Gwenaël Deveau de l'Opco Atlas. Quels usages pour les entreprises? Alors, on va voir que ces usages sont particulièrement nombreux. Des usages qui sont multiples, mais juste avant d'éclairer ces usages, on va vous proposer un deuxième quiz. La question normalement devrait s'afficher sur vos écrans. Parmi les productions suivantes des observatoires, quelles sont celles qui vous semblent les plus intéressantes à utiliser? Comme sur le premier quiz, vous avez plusieurs réponses possibles. 4 solutions vous sont proposées: les données statistiques, les cartographies des métiers, les études prospectives et les cartographies des certifications et des formations. Donc 4 possibilités. Quelles sont celles parmi ces productions-là qui vous semblent les plus intéressantes? Et on découvrira vos réponses d'ici à quelques minutes. On va faire un tour de table. Nos intervenants ont pris place avec tout d'abord Valérie Lebert-Defosse du groupe Covea. Bonjour. Bonjour Nicolas.
Valérie, vous êtes responsable emploi et prospective RH au sein du groupe et également membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Anaïs Milou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines de Proxim France. C'est une ESN de 30 collaborateurs, entreprise de services numériques située à Paris, filiale d'une entreprise tunisienne. Vous travaillez sur des projets digitaux dans de nombreux secteurs, notamment le secteur bancaire, et vous élaborez aussi des logiciels sur mesure. Troisième intervenant, Benoît Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé d'Agile RH. C'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des TPE, PME et qui emploie 13 consultants dans plusieurs régions. Et vous êtes référencé par l'Opco Atlas dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle PAC RH. En fait, c'est un dispositif financé par Atlas et qui consiste pour les entreprises à être accompagnées par un consultant pendant plusieurs journées qui sont étalées dans le temps. On y viendra tout à l'heure. Enfin, quatrième intervenante, Gwenaëlle Deveau. Bonjour. Bonjour. Gwenaëlle, vous êtes chef de projet prospective au sein d'Atlas. On va démarrer avec vous, Gwenaëlle, on l'a vu. Les productions des observatoires sont vraiment multiples et on va faire un focus sur quelques travaux, à commencer précisément par les cartographies des métiers. À qui s'adressent-elles ? Alors, elle s'adresse aux partenaires sociaux pour anticiper les besoins futurs en compétences et en formation dans le cadre de la politique de branche. Elle s'adresse également aux entreprises en mettant à leur disposition un outil de structuration des métiers de la branche. Et puis également aux salariés, on l'a vu tout à l'heure, en guidant leur parcours professionnel avec le repérage en fait des mobilités entre métiers. Précisément, une cartographie métier, c'est quoi ? Alors, une cartographie métier consiste à identifier, analyser et représenter les métiers, l'ensemble des métiers d'un secteur ou d'une branche professionnelle. En général, elle contient 3 éléments. L'inventaire des métiers, avec une description fine de chacun des métiers sous forme de fiche métier. Deuxième élément clé, c'est l'analyse des compétences. Quelles sont les compétences aujourd'hui et les compétences de demain ? En général, dans les travaux des observatoires, on s'attelle à identifier les métiers en émergence et donc quelles sont les compétences de demain. Et puis, troisième point, la modélisation des parcours professionnels. La cartographie permet effectivement, à travers le repérage de compétences proches, d'identifier des évolutions professionnelles ou des passerelles. À quoi servent ces différentes cartographies ? De quelle manière les différentes cibles peuvent-elles les utiliser ? Alors, en fait, la cartographie des métiers est le point de départ de la mise en œuvre d'une démarche, autre mot barbare, gestion des GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. En fait, cela permet de répertorier les compétences stratégiques pour ensuite identifier leur évolution et définir des stratégies d'action. Donc, elle s'adresse tout d'abord aux partenaires sociaux. Ils s'en servent pour analyser et anticiper les besoins en compétences et en formation dans le cadre de leur politique emploi-formation de branche. Elle s'adresse également donc aux entreprises. En fait, en l'adaptant à leur propre organisation, elles peuvent s'en servir comme outil de structuration au niveau RH. Donc, par exemple, pour recruter, pour rédiger une fiche de poste, par exemple, pour la formation et le développement des compétences, en identifiant les compétences qui sont en écart, et puis pour la gestion des carrières avec donc l'identification de ces évolutions professionnelles et de ces passerelles. Ouais, et également, pour évidemment les salariés, pour guider leur parcours professionnel avec cette visualisation des mobilités. Et on verra effectivement tout à l'heure un exemple d'utilisation. Est-ce qu'il y a d'autres cibles de ces cartographies ? Oui, alors en complément de ces cibles, il y a effectivement des informations très opérationnelles pour les autres cibles qu'on a vues tout à l'heure. Donc les salariés en reconversion, les demandeurs d'emploi, les étudiants en orientation, également les prescripteurs, les services publics de l'emploi, et puis les organismes de formation, on le verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, un exemple de référentiel métier, celui de l'OPIEC, Gwenaëlle.
un observatoire, un référentiel qui vient d'être actualisé. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Oui, alors, on a 168 métiers. 168 métiers sur les 4 secteurs, donc ingénierie, études et conseils, numérique et événements. Donc en fait, ces 168 métiers sont déclinés sous forme de cartographie sur chacun de ces secteurs. Et on va avoir donc une description fine de ces métiers sous forme de fiches métiers avec un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir voir effectivement sur le slide suivant. Donc on va retrouver toutes ces informations, notamment les compétences principales. Donc sur la cartographie des métiers de l'OPIEC, vous allez retrouver les 12 principales compétences attendues pour exercer le métier. Vous allez retrouver également des informations sur les tendances nationales sur le métier, quelles sont les tendances de recrutement sur le métier et quelles sont les compétences les plus demandées au recrutement, ainsi qu'une rubrique sur les proximités et les évolutions envisageables. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on va faire un focus sur l'utilisation justement de cette cartographie des métiers avec Proxim, dont vous êtes RRH, Anaïs Milou, et une société d'accompagnement. Vous avez travaillé ensemble, Benoît Moreau, vous êtes le dirigeant de cette société. Alors, en octobre, Anaïs Milou, en octobre 2024, il y a quelques semaines, vous avez commencé à travailler ensemble dans le cadre d'une prestation de conseil en ressources humaines, donc un accompagnement par un consultant sur un sujet un peu stratégique. Ces PCRH, en fait, sont étalés sur 6 jours d'accompagnement consultant, cofinancés à la fois par l'opérateur de compétences et par la DRIETS. La DRIETS Île-de-France, c'est les services de l'État, économie, emploi, formation en région Île-de-France. Quels sont les enjeux qui vous ont poussé au sein de Proxim à souhaiter un accompagnement ? Alors, donc on est une petite entreprise sur un secteur qui est assez compliqué depuis début 2023. Et donc, cet été, je me suis posée, j'ai fait un SWOT, donc force-faiblesse de mon organisation, menaces et opportunités de l'environnement. Et donc, ça m'a permis de mettre en lumière pas mal de chantiers RH pour permettre, en tout cas, à notre entreprise de passer cette crise clairement. Et donc, en tant que seule RH de l'entreprise, j'y suis seule. Donc, j'ai pu faire appel à Benoît et à Agile RH pour m'accompagner sur les différents enjeux que j'avais pu identifier, mais on a pu en rajouter également après le diagnostic. Mais en tout cas, c'est de mieux gérer le développement de carrière de nos collaborateurs, de renforcer leurs compétences sur un marché tendu. Voilà, faut être les meilleurs, et donc de pouvoir mettre ça au carré, en tout cas, et pouvoir les utiliser par la suite. Oui, parce qu'au fil de l'eau, finalement, ça avait pu se faire de manière pas forcément très cadrée quand il y a des évolutions salariales, des évolutions de carrière. Exactement. Mieux piloter la masse salariale également est un des enjeux. Ouais, tout à fait. Et donc, formaliser les choses avec une personne extérieure était la meilleure option. Benoît Moreau, il y a eu une phase de diagnostic pour démarrer cet accompagnement. Quels sont les enseignements qui ont émergé de cette phase ? Alors, la phase de diagnostic, effectivement, elle a consisté à interroger Anaïs pour la partie RH, mais aussi les dirigeants et un certain nombre de managers. Et l'enseignement, c'était que cette société connaît un virage stratégique. Et donc, il faudrait l'accompagner sur un certain nombre d'aspects RH. On a identifié plusieurs chantiers à mener. Et un des chantiers prioritaires, c'était celui de formaliser un référentiel des métiers et des compétences pour identifier ce qui est existant aujourd'hui, ce qui va être existant demain, et comment est-ce qu'on va accompagner cette transition au niveau des métiers et des compétences. Oui, parce qu'il y avait quand même des transformations profondes. L'entreprise se transforme aussi, donc il y avait finalement un double enjeu, à la fois avoir un cadre un peu précis, et puis en même temps aller sur la gestion, l'anticipation de ces mutations. Exactement. Comment avez-vous utilisé ce référentiel métier de l'OPIEC en lien avec Proxim ? De quelle manière, en fait, vous avez utilisé les différents outils de manière pratico-pratique ? De manière très pratique, il y a une première étape qui a consisté à identifier les métiers d'aujourd'hui et de demain, en interrogeant dans la phase de diagnostic. Et ensuite, on s'est appuyé sur plusieurs choses, notamment le référentiel de l'OPIEC et les fiches métiers qu'on a pu réaliser pour d'autres clients auparavant. Et c'est vrai que le référentiel de l'OPIEC, il donne aux adhérents en fait, une source pour alimenter la construction d'un référentiel métier en parlant des activités, en parlant des compétences clés et des mobilités possibles derrière. Donc c'est là qu'on va avoir une bonne base pour travailler et personnaliser un référentiel qui va être adapté à l'entreprise.
et adapté aussi à la taille de l'entreprise. Bien sûr. Parce que le référentiel, il est très complet, il est dense, il vaut tant pour des grandes entreprises que pour des petites. Et pour des petites, il y a un objectif aussi de simplification, de lisibilité. Tout à fait. Cette première étape-là, il faut qu'elle soit simple, qu'elle soit évolutive. Et souvent, ce qu'on observe quand on accompagne des entreprises sur ces sujets-là, c'est que c'est une première étape avant de plugger ces réfentiels sur des SIRH quand la société grandit un peu plus tard aussi. Système d'information de ressources humaines qui peut avoir plusieurs modules, formation, recrutement, entretien. Mais avant tout, il faut que ce soit simple et évolutif. Anaïs Milou, alors les travaux sont en cours, l'accompagnement n'est pas terminé. À terme, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? De quelle manière vous pourrez vous en servir? Déjà, on aura un descriptif précis des métiers et des compétences dont on dispose au sein de Proxim. Et donc, ça va nous permettre également d'avoir des attendus variables selon les niveaux de seniorité, chose qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui. Ça nous permettrait également d'avoir une grille de salaire adaptée et donc de mieux piloter la masse salariale. Comme je disais au début, c'est un des problèmes qu'on peut avoir. On pourra également affiner et ajuster les objectifs de nos collaborateurs en fonction de ce référentiel et des différents attendus, et également le lier au SIRH qu'on vient de mettre en place chez Proxim France, donc pour mieux piloter la gestion de carrière de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'à terme, en fait, ce référentiel avec ces nouvelles fiches de poste, ces nouveaux descriptifs, devrait aussi permettre de favoriser les évolutions professionnelles, de mesurer peut-être les écarts entre un métier et un autre, de voir comment on passe d'un métier à un autre. Et mettre en place les actions tout à fait pour les écarts qu'on peut constater, surtout par rapport à l'évolution de la société sur nos nouveaux positionnements stratégiques. En tout cas, ça va beaucoup nous aider à piloter également les mobilités et les passerelles métiers de nos collaborateurs. Et en lien avec la formation, c'est là où ça peut être intéressant. D'ores et déjà, Gwenaëlle, le référentiel métier de l'OPIEC permet de visualiser un certain nombre de passerelles métiers, de visualiser ces gaps de compétences. Oui, tout à fait. Alors en effet, dans la fiche métier, dans chacune des fiches métiers de la cartographie métier de l'OPIEC, vous avez une rubrique, comme je disais tout à l'heure, sur les mobilités. Et donc, vous voyez à l'écran, si on prend l'exemple dans le secteur du numérique, au centre, le métier de développeur blockchain. À gauche, vous allez avoir les métiers en provenance possible avec une proximité plus ou moins lointaine. Donc, plus vous allez vers la gauche, plus la proximité sera moindre. Et puis, dans la colonne du centre, vous allez avoir les métiers qui sont en proximité forte. Qui vont là apparaître. Donc vous avez le spécialiste DevOps et le développeur d'application. Et puis sur la partie de droite, donc plus les métiers en évolution possible, de la même manière, en proximité plus ou moins forte. Alors en proximité par rapport aux compétences et par rapport à l'expérience requise. Donc là, c'est au niveau de l'ensemble des métiers du secteur du numérique. Et alors ce qui est intéressant, sur le site de l'OPIEC, c'est que si vous cliquez sur une flèche entre deux métiers, vous aurez une comparaison donc à gauche de toutes les compétences du métier en provenance et à droite les compétences cibles, donc avec une comparaison, sachant qu'au niveau de l'OPIEC, les compétences sont, il y a 4 niveaux de compétences. Donc ça permet effectivement de voir les écarts de compétences et puis pourquoi pas de construire des parcours de formation. Donc ça donne effectivement des repères, des repères en fait. Merci Gwenaëlle. Alors on va découvrir les résultats du quiz. On vous avait posé la question suivante. Quelles sont les productions qui vous semblent les plus intéressantes à utiliser, les plus utiles pour vous? Et on voit que c'est finalement assez partagé. Et les cartographies des métiers d'ailleurs arrivent en première position, avec ensuite les cartographies des certifications formation, les études prospectives et les données statistiques. Justement, on va poursuivre notre exploration des différentes productions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, Gwenaëlle, avec un focus particulier sur les études prospectives et sur les données statistiques. Alors on commence par les données statistiques. Quelles sont les différentes sources utilisées pour avoir des données quanti? Oui, alors les travaux des observatoires s'appuient en effet sur un certain nombre de statistiques, de données statistiques. Donc on va s'appuyer sur des données existantes et puis les observatoires vont également pouvoir produire en propre leurs données.
statistiques. Donc on va s'appuyer évidemment sur la statistique publique. Donc, par exemple, sur les portraits statistiques de la DARES, les statistiques de l'INSEE, France Travail, d'ailleurs, qui sont même régionalisées, Cariforef, etc. Donc ça, c'est la première source de statistiques. La deuxième, on va s'appuyer également sur les données issues du système d'information de l'Opco Atlas. Donc toutes les données qu'on a au niveau des formations qu'on finance. De l'alternance. Exactement. Anonymisé, bien évidemment, RGPD oblige. Et puis, troisième source, c'est quand on a besoin d'avoir des données plus précises sur une maille plus fine. Dans ces cas-là, les observatoires peuvent être amenés effectivement à produire leurs propres enquêtes auprès des entreprises et des salariés du secteur concerné. Alors, on va faire une deuxième illustration après cette illustration sur les cartographies métiers, cette fois sur la production de données sociales de branche avec l'Euroma, le rapport de branche de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. L'Euroma, il est particulièrement riche. Quelques exemples de données qu'on peut y trouver. Oui. Alors, en fait, le ROMA, en fait, il s'agit d'un rapport qui est annuel et qui est réalisé par l'Observatoire des métiers de l'assurance. Alors là, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail de toutes les données qu'on va retrouver et de vous en faire une présentation. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation récemment lors du colloque de l'Observatoire le 24 octobre dernier. Donc, si vous voulez, on va vous pousser le lien. Vous pouvez le regarder en replay. Concrètement, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient des indicateurs fins sur les métiers et les formations des salariés du secteur de l'assurance, collectés justement à partir d'une enquête tous les ans, réalisée auprès des entreprises du secteur. Donc on va retrouver les éléments suivants, des données sur les métiers, les formations, les profils des nouveaux entrants, sur les profils par domaine fonctionnel et par métier, sur les créations d'emplois, sur le télétravail, enfin c'est une mine d'or. Et alors les points forts de ce ROMA qui en font la renommée d'ailleurs, c'est le premier point. Le fait que cette enquête elle est réalisée depuis près de 20 ans, donc ça permet de mesurer l'évolution de manière fine. Et puis le deuxième point, c'est que là, comme l'Observatoire des métiers de la banque, comme l'OMB, il y a un très fort retour des entreprises à cette enquête annuelle qui est, il y a une quasi-exhaustivité des entreprises du secteur avec un taux de retour de 98% en 2023. Oui. Donc c'est énorme. Ce qui intéresse beaucoup les entreprises, et vous notamment, Valérie Lebert-Defosse, chez Covea, vous regardez attentivement chaque année, lorsqu'il est publié, ce ROMA. Oui, clairement, comme l'a souligné Gwenaëlle, on a des études de qualité et pertinentes. Donc effectivement, nous, acteurs RH, cette enquête va nous permettre de disposer d'une cartographie des données sociales et de formation de la population de salariés de notre branche assurance. Donc effectivement, ces grands indicateurs que vous avez soulignés, effectifs, nombre d'alternants, etc., je ne vais pas y revenir, nous permet d'avoir des repères communs sur un temps long depuis 2006. Et ça, c'est vraiment appréciable. D'avoir aussi une meilleure vision des grandes tendances d'évolution qui traversent notre secteur, comme l'évolution des effectifs ou des actions de formation professionnelle. Ça nous permet de disposer aussi de repères communs sur des études ou sujets ou thématiques spécifiques et de comparer la situation de Covea par rapport à la profession. L'Observatoire de l'assurance produit aussi chaque année un baromètre prospectif. Qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qui est particulièrement utile pour vous au sein de Covea ?
Alors, entre le baromètre que nous avons au mois de juin, le ROMA que nous avons au mois de novembre et l'étude spécifique thématique du mois de décembre, je dirais que l'Observatoire est très actif et nous alimente vraiment en données et études riches. Et le baromètre, quant au baromètre, je dirais qu'il est complémentaire au ROMA, puisqu'il a une approche prospective. Et donc, nous, ça nous permet d'avoir une veille sur les grands phénomènes qui se passent dans notre environnement. Par exemple, réglementaire, sociétal, IA, transition climatique et encore, d'avoir des éclairages sur les grandes tendances d'évolution de nos métiers et de nos compétences. Et puis, avoir un décryptage des phénomènes qui émergent dans le secteur de l'assurance. Je citerai particulièrement peut-être le baromètre, le dernier baromètre, qui avait pour thématique l'IA. Et à cette occasion, on a eu des apports extérieurs, des regards extérieurs qui, de l'OCDE, FMI, OPCO Atlas, et je pense que j'en oublie, mais ces apports nous permettent, nous, entreprises, acteurs RH, de faire un pas de côté, de prendre du recul sur des sujets qui sont vraiment notre quotidien d'aujourd'hui. Oui. Valérie Lebert-de-Fosse, vous avez également mentionné tout à l'heure des études thématiques. Il y en a qui sont particulièrement structurantes pour challenger finalement les pratiques RH. Il y a notamment celle de 2023 qui portait sur la fabrique des compétences après une prise de poste. Oui, alors une étude d'ampleur à laquelle Covea a contribué, puisque des managers, des tuteurs, des formateurs, des apprenants ont été interviewés à cette occasion. Alors cette étude, bien évidemment, ensuite, on la partage en interne. Ça nous permet de nous comparer sur l'état de l'art, de la formation dans notre secteur. Mais on a été un petit peu plus loin puisqu'on a sollicité Michel Paillet, qui est chargé de mission de l'Observatoire, qui est venu en interne pour nous partager ses remarques, ses observations. Et nous avons pu ensuite effectivement poursuivre des échanges en interne et s'interroger sur nos pratiques, sans pour autant les remettre en cause si cela correspond à notre ADN. Mais voilà ce que nous en faisons. Et je compléterai en rajoutant ce qui est intéressant, ce qui est peut-être le plus intéressant, ce sont les échanges qu'il y a en amont de la livraison de cette étude, des échanges entre entreprises. Et là, on est vraiment sur un vrai partage de pratiques. Ouais, dernière illustration, alors la liste n'est pas exhaustive, mais il vous arrive aussi assez régulièrement de partager avec vos partenaires sociaux, vos institutions représentatives du personnel, certaines données. Oui, c'est important pour nous. Le fait que les partenaires sociaux aient accès aux mêmes informations que nous permet d'avoir des repères communs, des sujets de discussion, comme par exemple la tendance au niveau de la relation client, la place de l'IA, de l'automatisation. Et on a particulièrement 2 instances. Je pense à la commission emploi-formation qui a lieu 2-3 fois par an, où nous partageons effectivement ces éléments avec eux et nos états dans nos réflexions, mais également en CSEC, où nous partageons chaque année les tendances marché pour les années à venir et les impacts de l'évolution sur nos métiers et nos compétences. Et il est vrai que l'Observatoire est une source d'inspiration et de pertinence dans les données qui nous sont fournies. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs liens qui vous ont été postés par l'équipe Atlas sur le fil de discussion. Et je vous le dis à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes plusieurs centaines. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, quitte à ce que l'équipe y réponde ultérieurement, si la question est un peu pointue ou technique, n'hésitez pas aussi à poster vos contributions sur ce fil. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos éclairages. Gwenaëlle, vous restez en plateau. Et on va passer au 3e temps fort, à la 3e séquence sur la contribution des observatoires à l'évolution de l'offre de formation avec 3 nouveaux intervenants, Vanessa Chocteau de DocaPost Institute, Marianne Simino de Numéum et enfin Christelle Sebas de l'Opco Atlas. 3e temps fort, 3e séquence, en quoi les différentes études des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications peuvent-elles aider à faire évoluer l'offre de formation ? On va découvrir 2 exemples d'usage pour les organismes de formation relatifs à une première étude prospective sur la blockchain, ensuite à une 2e étude sur l'e-santé. Mais avant,
on va voir ce que recouvrent les études prospectives, quels sont leurs contenus et en général, on va se rendre compte que les usages pour les organismes de formation peuvent être vraiment très utiles et on s'aperçoit souvent dans le cadre de débats et d'échanges qu'il y a un enjeu, un véritable enjeu de mise en visibilité de ces différentes études auprès d'observatoires qui ne les connaissent pas toujours. On a nos intervenants qui vont prendre place en plateau et qui vont pouvoir éclairer cet aspect particulier et cette cible des établissements de formation. On va faire un petit tour de table justement pour présenter les uns et les autres. On va démarrer avec vous, Marianne Simineau. Bonjour. Bonjour. Marianne, vous êtes déléguée au numérique en santé de Numéum. C'est la principale organisation professionnelle dans le secteur du numérique. Christelle Sebas, bonjour. Christelle, vous êtes responsable du pôle ingénierie et pilotage des dispositifs au sein d'Atlas. Troisième intervenante, Vanessa Chocteau, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de DocaPost Institute qui regroupe en fait toutes les activités de formation de DocaPost. J'en cite quelques-unes, formation aux compétences numériques, technologiques notamment, formation au numérique de confiance, sécurité numérique, confiance numérique, formation aux solutions numériques et puis également un accompagnement personnalisé parfois avec des prestations sur mesure. En fait, DocaPost Institute, la création est récente, donc je me permets de faire un petit aparté. C'est la filiale numérique de DocaPost. Vous êtes à la fois entreprise de services numériques, ESN, et puis organisme de formation avec près de 30 collaborateurs aujourd'hui. Alors Gwenaëlle, pour démarrer cette séquence, on va préciser ce que recouvrent les études prospectives emploi-formation. Oui. Alors, une étude prospective emploi-formation liée à une thématique ou à un secteur, en général, contient les éléments, de manière générique, les éléments suivants. Tout d'abord, une analyse des enjeux liés à la thématique ou au secteur. Un regard fin sur l'évolution des facteurs de mutation à court, moyen, long terme d'ordre économique, réglementaire, technologique, par exemple, intelligence artificielle. Ensuite, on identifie les activités et les métiers impactés. Et ensuite, pour chacun des métiers, on va identifier, analyser pour chacun de ces métiers les compétences impactées et les compétences nouvelles à acquérir. En général, on y retrouve aussi une analyse des réponses apportées par l'offre de formation. Et puis, pour finir, des pistes d'action, des préconisations formulées pendant les travaux pour accompagner ces transformations. Alors, quelques exemples de ce qui peut être intéressant pour des organismes de formation ? Oui, ce qui peut être intéressant pour les organismes de formation, par exemple, c'est d'avoir un retour sur ces grandes tendances, sur les grandes tendances d'une thématique ou du secteur. D'identifier les métiers à enjeu auprès desquels ils peuvent intervenir en matière de formation, de repérer quelles seront les compétences attendues de demain pour, par exemple, réfléchir à des parcours de formation, ou encore d'avoir des potentiels prévisionnels de recrutement, par exemple, pour promouvoir telle ou telle certification. Merci beaucoup. Vanessa Chocteau, il y a plusieurs indicateurs de la certification Calliope qui visent à s'assurer que l'organisme de formation réalise une veille régulière sur les tendances, les évolutions en emploi, les métiers, les compétences, etc. de son secteur d'intervention. Il se trouve que vous consacrez pas mal de temps à ces travaux de veille. C'est un choix assumé. D'abord parce que la certification Calliope l'exige, mais aussi par conviction. Expliquez-nous. Oui, au-delà de la mise en conformité, Calliope qui nous incombe, et c'est tout à fait normal. On suit particulièrement ces indicateurs tout simplement parce que nous faisons partie d'un groupe numérique. C'est le DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. Nous sommes avec 8000 experts en IA, data, cybersécurité, cloud. Nous avons constaté que cela évolue très vite. Les technologies maintenant, ce n'est plus 18 mois. Ça peut basculer en 3 ou 4 mois. On l'a vu avec l'arrivée de l'IA générative qui a tout rebousculé.
Et donc, on veut vraiment à chaque fois être à la pointe, à la fois de la sensibilisation sur tout ce qui va être réglementaire, parce que ça a un impact immédiat sur les métiers, et puis également sur la partie état de l'art pour les experts, hein, pour toujours les maintenir à un haut niveau de compétences et toujours maintenir également leur employabilité. Alors, vous avez un avis qui est plutôt atypique sur la certification Calliope, Oui. parce que vous considérez quand même qu'elle est assez structurante, voire très utile. Très structurante parce que les indicateurs sont extrêmement bien décomposés, hein. On a la veille réglementaire, nous avons la chance d'avoir l'accès à des études, notamment aussi les comptes rendus de commission quand c'est débattu à l'Assemblée, quand c'est débattu au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est très important. On a toute la partie métier compétences, et là, je trouve que le webinaire aujourd'hui montre toute la panoplie des études disponibles et des baromètres disponibles. Donc il y a de quoi faire. Et puis après, il y a ce qui va être, l'innovation technologique, l'innovation méthodologique. Et là, on peut également trouver, par le biais également des salons, ce que l'on peut faire en innovation pédagogique, parce que le digital nous a percuté également dans notre profession d'organisme de formation. Alors, quelques exemples, avant d'en venir aux études des observatoires, quelques exemples de veille auxquels vous vous êtes abonné, de newsletters, d'organismes qui produisent des données. Oui, alors aujourd'hui, c'est aller très régulièrement effectivement sur le site Atlas, sur l'OPIEC. On est abonné également via Digiforma, Formalert, donc à de la veille régulière. Vous avez France Digital qui a été cité. On a les études de Xerfi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est les veilles sur les réseaux sociaux, sur les innovations en matière d'ingénierie pédagogique. Il y a énormément par des mots-clés de capture, de tendance à faire, notamment sur la scène internationale, à la fois dans le monde de la formation professionnelle, mais également dans le monde de l'éducation, qui révolutionne aussi la façon d'apporter la connaissance aux enfants et aux adultes. Vous avez souhaité remettre à plat votre catalogue de formation. Pour ce faire, vous êtes appuyé sur les études de l'OPIEC. Alors, de quelle manière, comment avez-vous procédé ? Alors, effectivement, quand on a fait cette remise à plat, on s'est dit, parce qu'on a bien évidemment les remontées de nos clients, de nos apprenants qui nous demandent de modifier certaines choses, d'adapter des programmes ou d'aller un peu plus loin. À chaque fois, la question, c'est est-ce que c'est un épiphénomène, c'est-à-dire une demande vraiment d'un métier, d'une entreprise, ou est-ce que c'est un phénomène de masse ? Et donc une complète redéfinition de la profession du métier. Et donc l'étude OPIEC, par exemple, je vais en citer une qui nous a bien impacté, c'est l'étude sur les métiers autour du numérique responsable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est allé fouiller cette étude. On avait déjà des formations adaptées aux professions, parce que ce n'est pas que des professions à la RSE. Ça impacte les product owners, ça impacte les personnes qui font du développement en back ou en front. Et donc, on avait déjà intégré les adaptations de modules à ces professions. Mais on s'est rendu compte également qu'il fallait du by design, il fallait aller un peu plus loin. Et on a revu les grilles de prérequis, les questionnaires d'autopositionnement avant, après, ou encore les objectifs pédagogiques pour que ça colle véritablement à ce que les personnes souhaitent. Et ces études émanant de structures et des fiables, hein, vu que ça émane des entreprises, de leurs fédérations, de leurs associations. Pour le coup, on s'est vraiment reposé sur cette étude pour redéfinir tout notre parcours numérique responsable. Un ou deux exemples, Vanessa Chocteau, de parcours de formation que vous avez revus ? Alors, au-delà du numérique responsable, je vous donne un autre exemple comme quoi il faut vraiment ouvrir très large sa recherche, et on a de quoi faire aujourd'hui. On avait par exemple très récemment le baromètre Data Publica qui est sorti, qui est opéré par la Banque des Territoires avec la Gazette des Communes et d'autres partenaires, dont La Poste et DocaPost. Et on s'est rendu compte par exemple qu'on avait une offre IA Data qui était déjà existante, hein, sur l'IA générative, qui permet d'acculturer mais également de passer à l'étape supérieure de déploiement. Et cette étude montrait quelque chose de très intéressant. Dans le secteur public, on avait près de 2/3 des personnes répondantes qui indiquaient qu'elles ne souhaitaient pas généraliser l'IA dans leurs entités par méfiance. Donc là, on a revu le catalogue pour adapter des systèmes justement de formation très courtes pour démystifier l'IA et voir quels sont les cas d'application pour déployer une IA publique, parce que dans le domaine public, il faut vraiment protéger la data, donc une IA publique de confiance. Donc on a revu et remis au catalogue ces formations pour vraiment répondre à cette crainte en fait de déployer quelque chose qui ne soit pas conforme en fait à la mission d'intérêt général et de service public. Vous surveillez également attentivement les appels d'offres. De quelle manière vous en servez-vous pour challenger votre offre de formation ?
Alors, c'est une très belle source également d'informations. Alors, on peut ne pas y répondre tout le temps. Par exemple, moi, des fois, dans mon organisme de formation, nous faisons le choix de ne pas répondre ou de répondre à des appels d'offres. Il y a des appels d'offres pour être référencés sur MyCampus Atlas. Il y a des appels d'offres aussi du secteur public, de l'État ou des collectivités. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de lire effectivement les attendus, de voir quelles sont les pistes qui sont ouvertes. Quand on fait par exemple le choix de ne pas y répondre, c'est aussi nous préparer pour la fois suivante. Donc se dire à 3 ans, on voit que c'est quelque chose qui commence à prendre, quelque chose qui devient important dans la société, dans les mouvements de fond des entreprises et des institutions publiques. Donc il faut que nous y préparions, il faut qu'on complète les parcours. Donc, les appels d'offres, ce n'est pas forcément pour répondre tout de suite, ça peut être également pour se préparer à enrichir pour la suite et toujours coller à la réalité du terrain, coller tout simplement à l'employabilité des apprenants. C'est très important. Merci pour ce retour d'expérience et sur cet exposé de vos pratiques. Alors, on va faire un focus sur 2 études. Une étude sur la blockchain et puis ensuite une étude sur la e-santé. Sur la blockchain, Gwenaëlle Devaux, qu'est-ce que l'étude a pu montrer dans les principaux impacts et quelles conséquences a eu cette étude sur l'offre de formation et de certification? Alors, l'étude blockchain a été réalisée en 2023 par l'OPIEC. Donc, elle contient tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, qu'on retrouve de manière générique dans une étude. Donc là, l'idée, c'est pas de vous présenter les résultats de cette étude dans le détail. Vous pouvez retrouver l'ensemble des livrables sur le site de l'OPIEC, mais d'aller plutôt directement sur les préconisations et d'illustrer en effet avec 2 actions mises en œuvre. Alors, ce qu'il faut retenir en synthèse de cette étude, c'est que pour l'instant, la blockchain, c'est encore considéré comme un secteur de niche, mais avec un fort potentiel de développement. Aujourd'hui, ont été constatées de fortes carences en termes de compétences disponibles et de fortes difficultés de recrutement, des tensions sur le marché, notamment liées au fait que les estimations dans le cadre de l'étude sont de 175% d'augmentation de l'effectif à 3 ans. Donc, au regard de ces constats, la branche a considéré qu'il était urgent d'agir. Donc là, vous avez à l'écran les 10. Il y a eu un certain nombre d'actions avec autour de 4 préconisations. Donc là, les partenaires sociaux ont effectivement décidé en urgence de répondre aux besoins des compétences non couvertes. Donc, tout de suite à l'issue de l'étude, la branche a fait les démarches auprès de France Compétences pour inscrire le métier de développeur blockchain comme en forte évolution ou en émergence, donc sur la liste des métiers 2024 de France Compétences, ce qui permet, comme vous le savez, d'accélérer en fait l'enregistrement d'une certification auprès de France Compétences. Donc 1 an au lieu de 2. Exactement. Et puis de mettre de lancer des travaux de certification. Donc, on vient de finaliser effectivement ces travaux de certification, donc avec la création d'un titre à finalité professionnelle lead développeur blockchain. Et là, donc, nous allons au mois de décembre, là justement, procéder à l'inscription de cette certification auprès de France Compétences et surtout, petit teasing, passer à la phase d'habilitation des organismes de formation. Donc, les organismes de formation qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils interviennent sur le domaine de la blockchain, je les invite à prendre connaissance du dossier de candidature pour pouvoir se positionner sur la préparation, la formation pour préparer cette certification. Donc, 2 éléments, enregistrement du métier de développeur blockchain auprès de France Compétences, la création de cette certification, titre à finalité pro qui est éligible à l'apprentissage. On a une question, Gwenaëlle, d'une participante qui nous demande: existe-t-il un lien direct entre Atlas et les certificateurs RS, donc du répertoire spécifique? Donc ce sont des formations courtes, non pas un métier, mais plutôt de spécialisation. Y a-t-il un lien?
Alors, le certificateur, effectivement, ça peut être la branche professionnelle, hein, donc ce qu'on appelle une certification de branche. Et effectivement, là, je vous parlais de l'habilitation sur le titre à finalité professionnelle Lead Developer Blockchain, mais sur le site de l'Opco Atlas, vous pouvez trouver, alors je crois qu'à date, il y a 5 dossiers de candidature, mais courant décembre, prochainement, vous en aurez une dizaine qui concernent également des certifications de compétences, donc donc des certifications qui sont enregistrées au répertoire de certification compétences de France Compétences. Le RNCP, c'est ça. Et finalement, dans beaucoup d'OPCO, on peut peut-être ajouter aussi qu'il y a des équipes certification dédiées qui souvent sont en appui des branches professionnelles pour venir répondre aux demandes. Alors ça, c'était 2 premiers éléments. Certification émergente, nouveau titre à finalité pro, et puis il y a aussi un 3e élément important. Effectivement, la création, la branche, ça faisait partie des préconisations, d'élargir, pour répondre de manière urgente aux besoins non couverts, de répondre également à travers la création de modules de courte durée, en élargissant l'offre de formation Campus Atlas, avec des modules long cours, notamment sur des langages de programmation. Merci Gwenaëlle pour ces éléments. Alors Christelle Sebas, précisément sur Campus Atlas, la branche a demandé à l'OPCO d'engager des travaux pour élargir l'offre de formation qui est disponible aujourd'hui sur Campus Atlas. De quelle manière avez-vous travaillé avec les partenaires sociaux ? Nous avons travaillé avec les partenaires sociaux dans un premier temps en réceptionnant cette commande. Puis nous avons, au travers d'un groupe paritaire technique qui réunit des représentants des organisations syndicales et également des représentants des organisations patronales, ainsi qu'un chef de projet ingénierie de formation en appui technique pour rédiger un cahier des charges. Ce cahier des charges va définir en fait l'ensemble du contenu attendu dans le cadre de ce parcours modulaire de formation, et nous nous sommes appuyés sur les préconisations de l'étude qui définissait 4 thèmes clés, et au regard de ces 4 thèmes clés, un parcours modulaire de 8 modules a été défini avec un focus particulier sur les langages de programmation de la blockchain. Ouais, et on voit d'ailleurs apparaître à l'écran les 4 préconisations issues de l'étude et le résultat, le livrable, qu'il a été sur 8, en fait, à la demande des partenaires sociaux. Donc, vous avez distingué les différents langages. Tout à fait. Ça s'est réalisé, en fait, en échange au moment des groupes paritaires techniques. Alors ensuite, étape suivante, il y a le lancement de l'appel d'offres à proprement parler. Et là, quelles sont les différentes étapes ? Parce qu'il y a souvent, finalement, des acteurs, des partenaires sociaux, parfois des organismes de formation qui trouvent que c'est un peu long. En fait, la procédure des marchés publics est assez exigeante. Alors, Atlas est soumis au code de la commande publique, donc il faut respecter des phases et un temps particulièrement précis. Un appel d'offres en général a une durée en moyenne minimum de 6 mois. Et ça passe par 3 grandes phases. Première phase qui va être le dépôt, la publication de l'offre. Ainsi, les organismes de formation peuvent, comme l'expliquait Vanessa tout à l'heure, aller consulter sur l'espace de communication marché public d'Atlas le contenu des pièces, dont ce cahier des charges fait partie. Il peut être également alerté en activant un système de notification sur notre site internet qui permet, dès lors qu'un appel d'offres est lancé, de l'en informer et donc de pouvoir aller récupérer les documents de cet appel d'offres. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape va passer par l'analyse et la sélection des candidats. L'analyse va se faire au regard du dépôt des candidatures réalisées par les prestataires. Nous allons examiner 3 grands critères. Un premier critère plutôt technique, où là on va regarder la qualité pédagogique, s'assurer que dans l'appel d'offres, en l'occurrence pour celui-ci, nous avions demandé que les formateurs aient des compétences spécifiques pédagogiques et professionnelles dans le domaine de la blockchain. Et puis également s'assurer que l'organisme de formation sera en mesure de délivrer l'ensemble des modules.
Ça, c'est pour la première phase. La seconde phase qui sera la troisième phase, excusez-moi, qui sera... Non, la seconde phase, oui, vous avez raison. La seconde phase avec le critère plutôt tarifaire et un dernier critère que nous avons mis en place, que nous avons lancé cette année, qui a un critère en lien avec la RSE, afin d'évaluer si l'organisme de formation est en capacité de rendre accessible le module pour tous. Ouais, donc ces différentes étapes, finalement, ça conduit à une durée à peu près entre le démarrage et la mise en ligne d'au moins 6 mois, ce qui s'est passé d'ailleurs pour la blockchain. Cette offre de formation, elle est en ligne depuis octobre, depuis très peu sur Campus Atlas. De quelle manière est-ce que les entreprises du champ Atlas peuvent en bénéficier ? Alors, elles peuvent en bénéficier simplement en allant sur leur espace MyAtlas, leur espace numérique. Elles peuvent sélectionner directement dans l'offre de formation Campus Atlas la thématique blockchain et ensuite sélectionner un ou plusieurs modules de formation. Sachant que certaines branches professionnelles ont mis en place des financements incitatifs, tels que la branche des bureaux d'études, avec un système de quotas permettant à un collaborateur de bénéficier d'un ou plusieurs modules avec voire pas de reste à charge ou un reste à charge minoré. Le module, ce parcours est accessible pour l'ensemble des branches Atlas. Donc les autres branches qui n'ont pas mis ce système de financement incitatif ont la possibilité de bénéficier de cette formation via une offre à tarif négocié que nous avons réalisée dans le cadre de l'appel d'offres. Ouais. Par ailleurs, ils peuvent être, les critères de prise en charge sont disponibles sur notre site internet. Donc j'invite les entreprises qui nous écoutent ce matin à ne pas hésiter à aller consulter l'offre de formation Campus Atlas, cette thématique en particulier, à regarder quels sont les critères de prise en charge disponibles pour eux et se faire accompagner par un des interlocuteurs Atlas sur la composition du parcours en fonction des compétences de leurs collaborateurs. Merci Christelle. Alors, il y avait une question d'une participante. Bonjour, les certifications dont vous avez parlé peuvent-elles être jouées en apprentissage ou seulement en formation continue ? Alors, il me semble que sur la liste, Gwenaëlle, que vous avez citée tout à l'heure, de tous les titres à finalité professionnelle, là, clairement, c'est accessible par la voie de l'apprentissage, contrairement aux certificats de qualification professionnelle qui sont accessibles que par les contrats de professionnalisation. Il y a une autre question, comment vous assurez-vous des compétences pédagogiques ? C'est là qu'entrent en jeu justement les différents critères lors de l'examen des réponses. Donc, exactement, c'est le critère de la valeur technique, comme je vous l'indiquais, dans les pièces du marché. On va définir un certain nombre d'attendus et ces attendus passent par des compétences spécifiques du formateur ainsi qu'un contenu avec des modalités pédagogiques qu'on va être en mesure d'imposer ou que l'organisme de formation pourrait nous proposer. Merci beaucoup. On va vous proposer à ce stade un troisième quiz. La question devrait s'afficher sur vos écrans. Seriez-vous intéressé par la réception de notifications sur les publications suivantes? Plusieurs réponses possibles. Les appels d'offres Campus Atlas, les dossiers de candidature Certif Atlas, les études prospectives des observatoires, ou alors vous n'êtes pas concerné. Donc voilà, vous pouvez cocher plusieurs réponses et puis on verra dans quelques dizaines de secondes les résultats. On va faire un focus à présent sur une deuxième étude prospective, celle sur l'e-santé. Gwenaëlle, alors quelques éléments pour remettre en perspective cette étude. Donc cette étude a été publiée en 2024 et réalisée également par l'OPIEC. Donc, en synthèse, en 3 points, le secteur de la e-santé en France est en forte croissance. C'est un secteur stratégique. Cette forte croissance entraîne un besoin en recrutement significatif, avec, dans les estimations de l'étude, à 3 ans, une estimation de 70 000 salariés au total. Ce qui entraîne des carences en termes de compétences disponibles et des fortes difficultés de recrutement. Donc par rapport à cette situation, 10 pistes d'action autour de 4 enjeux ont été formulées dans le cadre de l'étude.
Tout d'abord, le premier enjeu, positionner les entreprises dans le développement de l'offre de formation e-santé. Donc, par exemple, en développant des synergies au niveau territorial. Ou encore en rapprochant davantage les entreprises de l'offre de formation. Deuxième enjeu, améliorer la visibilité de l'offre du numérique en e-santé. Là, dans le cadre de l'étude, les entreprises globalement étaient plutôt satisfaites de l'offre de formation existante, mais un manque de visibilité, de lisibilité de l'offre de formation. Donc là, il y a des actions qui ont été proposées. Troisième axe. Améliorer l'accès à la formation continue des salariés du numérique en e-santé. Donc là aussi, ça pourrait être comme pour la blockchain avec la création de modules de formation courts. Et puis, quatrième axe, réduire les difficultés de recrutement et diversifier le sourcing. Là, par exemple, en diversifiant vers des publics davantage en reconversion, par exemple. Marianne Cimino, vous avez été fortement impliquée dans cette étude au titre de votre organisation professionnelle Numéum. Il y a quelques constats clés. Quels sont ceux qui vous ont particulièrement marqué, vous qui êtes depuis plus de 20 ans dans ce secteur du numérique en santé? Déjà, je voulais repréciser que c'est un secteur, la santé, dont l'objet de l'étude était particulièrement relevant du fait d'être dans une discussion paritaire. Parce que la santé, ça nous concerne tous, en tant qu'étudiants, en tant que salariés, en tant que dirigeants, entrepreneurs. Et aussi, sans oublier les 11 millions de personnes qui sont aidantes. Et dont une grosse partie sont des actifs. Et donc, voilà, dans nos organisations, c'est important de considérer la santé comme un élément très important de du bien-être commun. Et, voilà, et le numérique est particulièrement important dans ce secteur parce que la prévention, parce que la détection précoce, parce que l'aide au diagnostic, parce que derrière le meilleur suivi, la fluidification du parcours de soins, là encore, ça nous concerne tous. Et le numérique et son apport sont importants dans ce champ-là. Et donc l'étude était effectivement, comme l'a précisé Gwenaëlle, a bien périmétré ce qu'on entend par e-santé ou numérique en santé, parce que c'est très vaste. Donc il y a plus de 450 personnes qui ont été questionnées à travers des interviews ou un questionnaire. Des personnes des institutions publiques, des partenaires. On a par exemple Medicène, qui est le pôle de compétitivité en Ile-de-France, sur lesquels on a commencé à baser notre étude, puisqu'ils avaient eux-mêmes fait une étude des métiers de la medtech, de la biotech et de la e-santé auprès de leurs adhérents en Ile-de-France. Également le LEM, qui est un syndicat patronal frère, on va dire, puisque c'est les industries pharmaceutiques qui font aussi partie du MEDEF. Qui ont monté une académie du digital en santé, qui répertorie l'offre aujourd'hui de formation sur le numérique en santé. Voilà, donc on est parti de ces interviews et aussi des entreprises qui, dans leur grande diversité, parce qu'il y a différents métiers dans le numérique en santé, il y a des éditeurs de logiciels, mais il y a aussi des entreprises de services du numérique, il y a des plateformes, il y a des intégrateurs, il y a différentes modalités. Différentes tailles, c'est pas la même chose quand on est une start-up ou quand on est une grosse entreprise comme DocaPost et on n'a pas les mêmes modes de recrutement ni les mêmes difficultés. Et également, on a à Numéum des solutions de nos adhérents sur l'ensemble du parcours de soins des citoyens français. Ça passe par la médecine de ville, ça passe par l'officine, ça passe par les hôpitaux. Et donc là aussi, les compétences et les métiers ne sont pas du tout les mêmes selon à quel clients on s'adresse. Alors, il y a un volet intéressant dans cette étude de l'OPIEC. Il porte sur un appel à manifestation d'intérêt, CMA, compétences et métiers d'avenir, sur ce secteur-là, le numérique en santé. Finalement, l'étude fait le point aussi sur cet appel à manifestation, les 175 projets qui ont émergé et ce qu'ils ont permis de faire. Et notamment, ils ont permis de faire évoluer de manière assez conséquente l'offre de formation. Oui, alors 8 entreprises sur 10 qui ont été interrogées trouvent que les formations initiales, Bac+5 et Bac+3-4, sont
sont satisfaisantes, mais il souligne le manque de formation un peu spécifique en santé et le manque de formation un peu pointue, parce qu'il y a des métiers, donc on parlait d'IA ou de blockchain, y compris en santé, ça demande des compétences particulières. Et donc voilà, l'AMI CMA traduit le fait que il y ait des masters qui soient spécialisés, enfin qui aient une couleur santé au cours du cursus de formation. Et aussi des alternances, parce que 63% des entreprises sont très satisfaites des compétences numériques en santé via l'alternance. Et également, il y a une action de la MICMA qui porte sur les juristes avec une couleur santé, parce qu'on sait que les données de santé sont des données très sensibles, ce sont des données personnelles. Donc il faut aussi accompagner à la fois le RGPD, mais un nouveau règlement européen qui va arriver en France et qui porte sur les données de santé, à la fois les données primaires issues des soins, mais aussi les données secondaires qui sont réutilisées pour la recherche et pour améliorer le soin. Voilà. Et enfin, une troisième action de la MICMA qui porte sur les compétences réglementaires. Donc au-delà du juriste, c'est vraiment cette question aussi de l'accès au marché et de la mise en œuvre de certification et de réglementation sur le secteur du numérique en santé. Merci pour ces éclairages. L'étude d'ailleurs a été postée sur le fil de discussion. On va découvrir vos réponses à la question qui vous était posée. Seriez-vous intéressé par la réception de notifications sur certaines publications, appels d'offres, Campus Atlas, dossier de candidature certif, études prospectives? Et vous avez répondu aux 2 tiers les études prospectives, les appels d'offres pour la moitié, les dossiers de candidature pour 1 tiers. On a d'ailleurs une question courte, réponse courte, Christelle Sébas. Comment un organisme de formation peut-il se faire référencer sur Campus Atlas, nous demande cet internaute. Alors, je l'invite à aller sur notre page internet, rubrique appel d'offres, à demander à s'abonner pour recevoir la petite notification. Et donc, je pense que les équipes d'Atlas vont, via le fil, transmettre le lien direct pour pouvoir être informés des appels d'offres futurs. Merci beaucoup à toutes les 4. 4e et dernier temps fort, comment les productions des observatoires peuvent-ils être utiles au plan régional, voire départemental? C'est ce qu'on va voir avec Stéphane Fan, le responsable du département prospective, et Jérôme Penseau, délégué régional d'Atlas en Occitanie. 4e séquence, on approche de la fin d'ici une petite dizaine de minutes. On va faire un focus sur l'utilisation des données régionales et puis ensuite on verra des prochains sujets d'études qui sont d'ores et déjà programmés pour 2025. Ça peut vous intéresser de savoir quelles sont les tendances qui vont être explorées. On verra aussi quels sont les prochains rendez-vous, les prochaines web émissions organisées par l'OPCO Atlas. Alors, des productions régionales, voire départementales, à quels acteurs sur les territoires ces productions peuvent-elles être utiles? Quels sont les besoins de ces acteurs? C'est ce qu'on va voir avec Jérôme Penseau. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je le disais, donc vous êtes un délégué régional en Occitanie de l'OPCO Atlas et on retrouve Stéphane Fan avec en premier lieu, Stéphane, quelques précisions sur ce que permettent aujourd'hui les OPMQ. Quelles sont les données? Jusqu'où vont-elles pour avoir une appréciation, une analyse plus fine par territoire? On l'a vu dans les séquences précédentes, les observatoires produisent beaucoup de données, alors principalement nationales, mais surtout certaines données sont déclinées au niveau régional. Et quand je parle au niveau régional, ça veut dire qu'on traite des informations qui sont issues des sources à la fois externes, internes et formations professionnelles, qui aussi, selon les cas de figure, peuvent être analysées de manière beaucoup plus fine, infrarégionale, maille départementale, voire zone d'emploi. Donc c'est déjà un des premiers chantiers auxquels se sont attelés les observatoires, pouvoir décliner un certain nombre d'indicateurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que les partenaires institutionnels au niveau des territoires sont aussi demandeurs de ces indicateurs. Avoir un panorama, une meilleure connaissance du territoire et surtout des secteurs
accompagné par notre OPCO en l'occurrence. C'était un des grands enjeux. Deuxième aspect, c'est que... Vous avez une question? Non, allez-y Stéphane, effectivement, quelques mots peut-être sur les différentes productions possibles au niveau territorial. Oui. Deuxième aspect, justement, sur lequel je voulais m'attarder un peu plus, c'est que certaines études sont pilotées et commanditées et pilotées au niveau régional. Je pense notamment à certaines études qui sont liées à du cofinancement régional, conduite en partenariat avec les acteurs que peuvent être la région DRITS, et qui font un focus vraiment fin sur les enjeux des entreprises sur les territoires, les besoins en compétences, les besoins en emploi, et surtout sur des actions concrètes à mettre en œuvre qui sont accompagnées par de la formation professionnelle. Donc on poursuit le déroulé des différentes productions. Du coup, c'est dans ce cadre que nous avons aussi des analyses fines sur les besoins en emploi et formation sur les territoires, de façon aussi à échanger avec notamment les organismes de formation dans une logique d'adaptation ou logique de mise en œuvre de nouvelles formations répondant aux besoins des entreprises par rapport aux différentes mutations que nous avons pu identifier dans le cadre des sessions précédentes. Et c'est pour ça que la logique des productions régionales et territoriales vise à apporter un éclairage aux branches professionnelles pour pouvoir aussi décliner des politiques d'emploi et de formation au niveau territorial. Et enfin, côté Atlas, toutes ces productions émanant des observatoires sont partagées avec le collectif, mais aussi et surtout avec les conseillers emploi-formation qui, au quotidien, sont en contact avec les entreprises et ce qui leur permet aussi de mieux appréhender le contexte et surtout le besoin RH ou GEPP des interlocuteurs, qu'ils soient dirigeants pour les TPE ou qu'ils soient personnels RH ou formation dans les structures d'un peu plus grande taille. Jérôme Penseau, en Occitanie, vous avez régulièrement l'occasion d'utiliser les productions des observatoires et vous avez eu notamment l'occasion d'utiliser le référentiel des métiers de l'OPIEC, alors particulièrement sur le secteur numérique en lien avec vos partenaires sur le territoire. Tout à fait. Donc la région Occitanie, la région, en collaboration avec l'OPCO Atlas, nous avons organisé une réunion qui a regroupé une trentaine d'organismes de formation spécialisés dans le numérique. Organismes de formation qui étaient soit référencés par Atlas dans le cadre des PEC, soit par la région Occitanie dans le cadre de ce qui s'appelle le programme régional de formation, donc plutôt des formations à destination des demandeurs d'emploi. Et au cours de cette réunion, nous allons en profiter pour leur présenter les derniers référentiels métiers réalisés par l'OPIEC, et plus spécialement ceux réalisés dans le numérique, qui sont autant de sources d'informations indispensables pour que les organismes de formation mettent à jour leur offre de formation et répondent au mieux aux besoins actuels et futurs des entreprises. Oui, alors vous avez aussi parfois des demandes de production de données régionales dans certains secteurs et ça a été le cas notamment sur l'IA. Tout à fait. Les services de l'État sur la région Occitanie nous ont consultés pour essayer de mettre en œuvre une étude spécialement dédiée à l'intelligence artificielle et à l'impact de l'intelligence artificielle sur les différents métiers que couvre l'OPCO Atlas et plus particulièrement, encore une fois, le secteur numérique. Alors, il se trouve qu'au même moment, au niveau national, l'OPIEC était en train de mener une réflexion pour réaliser le même type d'études au niveau national. Et la décision a été prise de non seulement donc réaliser par l'OPIEC une étude nationale de l'impact de l'intelligence artificielle sur les différents métiers de la branche bureau d'études techniques, avec un volet spécialement dédié à la région Occitanie. Cette étude est en cours et on attend les résultats pour le début de l'année 2025. Alors, dernier exemple, vous êtes régulièrement sollicité par des acteurs du territoire pour bien comprendre les enjeux et les évolutions dans les branches constitutives de l'OPCO Atlas. Tout à fait. Récemment, nous avons été consultés par DRAFPIC. Alors, DRAFPIC, c'est le service formation professionnelle de l'éducation nationale. Ils ont en charge, entre autres, la mise à jour de ce qu'on appelle la carte des formations. La carte des formations, l'objectif, c'est que l'offre des lycées sur l'ensemble d'un territoire répondent bien aux besoins en termes d'emploi et permettent d'orienter les jeunes vers des secteurs professionnels qui ont de véritables opportunités en termes d'emploi. Eh bien, pour faciliter ce travail, nous avons orienté les services de la DRAFPIC vers l'ensemble de nos observatoires et l'ensemble des études réalisées
qui sont donc autant de sources d'informations qui vont faciliter leur choix pour pouvoir adapter cette carte de formation. En complément, Stéphane Fan, il est possible d'avoir des données régionales, parfois départementales. Sur Baromètre Atlas, en fait, on peut naviguer. Alors, on ne va pas le faire en direct, mais vous nous avez proposé un visuel qui montre les différentes fonctionnalités, possibilités que l'on a. Deux petits mots sur le Baromètre Atlas. C'est un outil de data visualisation qui apporte un certain nombre d'informations opérationnelles, quantitatives, donc statistiques. Et sur le volet purement observatoire, on a créé ce baromètre à l'attention d'une part des partenaires sociaux qui nous interrogeaient régulièrement sur la situation de leur branche professionnelle ou de leur secteur, mais également à destination de l'interne, pour aussi avoir une meilleure connaissance du territoire et des pratiques des entreprises en matière de financement des formations professionnelles ou d'alternance. Et ce qui fait qu'on a décidé d'avoir plusieurs entrées. L'entrée sectorielle, celle que j'ai présentée tout à l'heure avec les 4 grands secteurs d'activité, mais également une entrée par branche, par taille d'établissement et surtout sur le volet régional et territorial, la possibilité de rentrer par région, bien sûr, pour avoir un panorama global, mais également au niveau départemental. Et c'est là où ça devient intéressant parce que sur des logiques de GEPP territoriales, ça permet aussi de regarder par branche professionnelle ou à partir d'une vision globale, les grandes tendances, d'une part, en matière de création d'emplois, mais également en matière d'offres d'emploi et surtout en matière d'alternance et de formation professionnelle. Ce qui renvoie aussi à des réflexions qu'il peut y avoir sur l'accompagnement des entreprises, sur quelles thématiques et quelles sont les thématiques émergentes, par exemple, sur lesquelles il va y avoir des besoins prévisionnels à court ou moyen terme. Ouais, merci pour ces éléments particulièrement utiles pour ceux qui veulent se saisir de ces outils. Il est temps de conclure à présent avec notamment les futurs thèmes d'études l'année prochaine, en 2025, avec également les prochains rendez-vous, prochains webinaires. Mais tout d'abord, Stéphane, peut-être quel regard portez-vous aujourd'hui sur les observatoires dans le périmètre d'Atlas et sur la place qu'ils occupent aujourd'hui par rapport à la loi de 2004 dans l'écosystème emploi, formation, insertion? Il y a un gros enjeu de visibilité, ça progresse, il y a encore des marges de progression. Oui. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la loi du 4 mai 2004, la loi structurante, qui a permis à nombre de branches professionnelles d'inscrire un observatoire dans leurs accords de formation. Et aujourd'hui, dans le périmètre Atlas, ils sont bien intégrés. Ces observatoires sont partie prenante de la stratégie des politiques de branche. Et lorsqu'on regarde nos 13 branches professionnelles, annuellement, elles inscrivent une 50aine d'études, de projets dans des logiques prospectives. Ce qui veut dire qu'elles sont très dynamiques, enfin ces branches professionnelles, et de manière générale l'ensemble des branches professionnelles. Et le deuxième point, c'est que ces travaux, au fil des années, se sont appuyés aussi sur un écosystème qui a été favorable à la fois au fonctionnement des observatoires, mais également à travers toutes les données qui sont mises à disposition désormais en open data. Quand je dis favorable, j'ai mentionné tout à l'heure France Stratégie, à travers le réseau Emploi Compétences, France Compétences et d'autres acteurs, mais surtout l'open data, c'est ce qui nous a permis aussi, par exemple, de construire une grosse partie des informations qu'on a inscrites dans nos baromètres Atlas. Il y a une question, Stéphane, qui s'adresse aux responsables du département prospective. Est-il envisageable d'avoir à terme, à l'avenir, une entrée métier sur le baromètre Atlas? Alors, il y a une entrée métier sur les offres d'emploi, qu'on a catégorisé non pas métier de branche, mais sur une logique méta-métier transversale à l'ensemble de nos branches professionnelles. À terme, un des enjeux pour nous, c'est aussi de qualifier les métiers derrière les formations qu'on finance. C'est un peu complexe aujourd'hui. Il faut passer par des petites techniques statistiques, format code, lien avec le ROM. Mais c'est envisageable demain, notamment avec l'avancée côté ROM 4.0. Donc ça ouvre des perspectives. Ouais, merci sur pour les chantiers à venir. Merci pour ces éléments. Deux dernières questions. Prochaines études, d'ores et déjà programmées pour l'année 2025? On est dans la continuité de 2024 avec au cœur des réflexions l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire notamment, mais également au sein de la branche bureau d'études, expertise comptable, assistance. Ça, c'est le premier enjeu fort, l'intelligence artificielle.
Deuxième enjeu, c'est tout ce qui a trait aux métiers en transformation, métiers émergents et métiers en tension. On a un gros chantier transversal qui a été initié par notre commission paritaire transversale et qui vise à cartographier ces typologies de métiers sur l'ensemble du périmètre Atlas. Et on s'appuie pour ça aussi sur les acteurs institutionnels, nos partenaires institutionnels, et sur les travaux qui ont été conduits, notamment par la DARES, par France Travail, France Compétences aussi, sur les métiers en transformation et métiers émergents. Ce sont les deux grosses orientations, en tout cas, et bien entendu tout ce qui a trait à la donnée statistique. Dernière question, quelles seront les suites données à ce webinaire? Quels sont les prochains événements qui sont programmés d'ores et déjà? Alors, il y aura la mise à disposition d'une rediffusion de ce webinaire d'ici une semaine. Et comme en 2024, nous avons l'intention de programmer 4 nouvelles sessions du webinaire, une au premier trimestre, une au deuxième et troisième et quatrième trimestre. Et vous vouliez, Stéphane, terminer cette web émission par un hommage? Oui, je voulais glisser un petit mot, une petite pensée pour Marc-Antoine Estrade, qui est responsable de toute la partie observation et évaluation au sein de France Compétences et qui malheureusement nous a quittés le 28 octobre dernier. Et une petite pensée parce que Marc-Antoine, sans lui, une grosse partie des travaux et des outils des observatoires n'aura pas pu se mettre en œuvre. Voilà, c'est une petite pensée. Merci beaucoup Stéphane, merci Jérôme Penseau, merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour vos questions. Merci à l'équipe Atlas de vous avoir aussi posté de nombreux liens et ressources. Vous retrouverez l'ensemble de ce qui a été partagé, à la fois ces liens, toute la présentation, le replay, une synthèse dans les tout prochains jours. Ça vous sera envoyé par mail. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.